et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Parmi les témoins majeurs de l'évolution des relations franco-chinoises, Olivier Grandjean occupe une place particulière. Et pour cause, homme de télévision, animateur de la mythique émission Interville en Europe de l'Est et en Asie, Chine en tête, Olivier Grandjean a travaillé pour la première chaîne de télévision de Chine, CCTV, pendant 18 ans. En 18 ans, cet éternel voyageur et aventurier a sillonné la Chine du nord au sud et d'est en ouest et a réalisé avec ses collègues chinois de nombreux documentaires sur les provinces et régions chinoises qu'il a visitées. De ces années passées en Chine, Olivier Grandjean a tiré un livre, La télé, la Chine et moi. Olivier Grandjean, bonjour. Bonjour, cher Camille. Eh bien, quel plaisir de vous recevoir ici en 1999. Vous avez participé à l'émission Interville Paris-Pékin en tant qu'arbitre animateur. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler par la suite en Chine? Alors, tout d'abord, cher Camille, merci de me recevoir. C'est un honneur pour moi d'être sur Mandarin TV. Parce que j'habite à Pékin, je regarde Mandarin TV de Pékin parfois, en zappant, tout ça, sur les chaînes. Puis j'entends parler de vous, puis je sais qu'il y a des reportages qui passent sur l'une chaîne ou sur l'autre. Enfin bref, je suis très content d'être à Mandarin TV. Le plaisir est partagé. Et je salue tous les gens de la communauté chinoise qui sont à Paris, qui sont très nombreux, dont la plupart ne parlent même pas le chinois. Comme moi, ça tombe bien, ou presque. La deuxième génération et la troisième. Et la troisième, parlent un peu ils chinois. reviennent maintenant sur le chinois, puisque au niveau du business international, c'est bien de parler chinois, donc du coup, ça devient intéressant. Voilà. Mais bon, parenthèse refermée, je salue tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé effectivement en 99 avec une cérémonie de télévision. Donc, il y avait beaucoup de cérémonies qui étaient organisées, et il y a eu un événement télévisuel qui a été Paris-Pékin Interville. C'était la première fois qu'on faisait Interville international comme cela. Et pourquoi? Parce que c'était le 35e anniversaire des relations franco-chinoises. Et on fête le 60e cette année. Donc, vous voyez, la boucle se boucle. Alors, j'ai donc été l'animateur de l'arbitre. Il fallait un arbitre neutre. Les Chinois disaient on veut un arbitre neutre. Pas français, pas chinois. Et donc, comme j'ai la double nationalité française et suisse, je me suis retrouvé arbitre international de cette émission. Et puis, c'était sur TF1 en direct, donc avec Fabrice, Jean-Pierre Foucault, enfin c'était un gros barnum. Oui. Et puis l'émission, à quelle époque? Et l'émission a disparu des radars. Voilà, on en a fait une qui était événementielle et puis plus rien. Et au bout de 4 ou 5 ans, la production m'a rappelé, production française, en disant on va refaire une nouvelle série, écoutez bien ça, avec la Chine, la Russie et d'autres pays. Les Chinois exigent que tu en sois l'arbitre. Mais comment ça? Parce que tu leur as tapé dans l'œil, parce qu'ils ont trouvé que ta manière d'animer et puis ta sincérité, ça leur a plu. Et ça, c'est une qualité chinoise parmi d'autres que je connais puisque j'y vis jour le jour. La fidélité. Quand vous aimez quelqu'un, eh ben vous continuez à l'aimer et vous respectez ce souhait, quoi, ce choix. Et je trouve ça vraiment très bien. Et depuis, c'est parti pour 18 ans. Alors depuis, on a fait nombre d'émissions Interville, alors avec la Chine, la Russie, le Kazakhstan, l'Ukraine. C'était une période, les années 2005-2015, où on a fait donc plus de 200 émissions comme ça. 200 émissions. 200 émissions sino-chinoises, donc Pékin contre Shanghai ou Chengdu contre Harbin, etc. Oui. Et puis des émissions internationales également, la Chine contre la Russie, contre la France, contre le Kazakhstan, l'Ukraine, etc. Et je reviens là-dessus parce que dans le livre, j'en parle et c'est un peu douloureux. C'est qu'à cette époque, l'Ukraine et la Russie participaient à la même compétition, bras dessus, bras dessous. Il y avait une grande chaleur, il y avait il y a eu une ambiance incroyable dans ces émissions Interville. Mais surtout, c'est ce que je dis à l'intérieur, je ne peux pas m'empêcher de penser que pas mal de ces jeunes qui avaient 20-25 ans, côté russe comme côté ukrainien comme côté russe, la plupart sont peut-être morts aujourd'hui. Mort au combat d'une guerre stupide, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous voyez comme quoi cette émission était un peu au cœur de la géopolitique, parce qu'on se rendait compte des aspirations des uns et des autres, un petit peu trop nationalistes parfois, et la magie de la télévision et des jeux
du sport et de la jeunesse faisait que tout disparaissait. Et bras dessous, on donnait un spectacle formidable qui était un exemple pour la jeunesse. Et ça a fait un carton énormissime. Juste Combien comme de ça. téléspectateurs, si vous 200 connaissez millions, l'audience? 200 millions en moyenne 200 en Chine, millions en Chine. plus une 200 trentaine de millions en Russie, plus en Indonésie. Enfin bref, on est arrivé, paraît-il, un jour en me disant, tu es regardé par 1 milliard de téléspectateurs. Vous êtes Alors, vraiment mais un animateur vedette. Oui, hein. mais 1 centime par téléspectateur, j'aurais bien pris. C'était pas du tout un rapport, Vous c'était animez pour le en plaisir, français, c'était c'est pas ça? pour l'argent. En français? Alors j'animais Ou en en français. anglais? J'animais en français. Ouais. Pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, en Chine, on ne parlait pas l'anglais. Dans les hôtels, personne ne parlait Et l'anglais. encore moins le français. Et encore moins le français. Oui, mais je disais, comme je vais être traduit, de toute façon, je vais être Ah, traduit voilà, et c'est sous-titré. ça. Je n'ai pas envie d'être un professeur d'anglais. Je préfère être un promoteur de la langue française pour que les gens entendent le français, la musique de la langue française. comprends. Et de toute façon, je serai traduit. Donc c'est ce qui s'est passé pendant quelques années. Et j'étais très content, effectivement, de ne pas apprendre l'anglais, mais plutôt le français aux gens. En tout cas, vous avez passé 18 ans en Chine. Hein, Oui, 18 avec ans. votre famille, c'est ça? Alors, À Pékin. au début, j'habitais donc en Suisse. Je faisais beaucoup de trajets entre la Suisse et la Chine. Je venais environ 2 à 3 fois par an pour présenter des intervilles. Et puis je restais 2-3 semaines, 1 mois, ça dépend. Donc je venais vraiment régulièrement. Et puis on tournait dans des endroits différents. Donc j'avais une vision de la Chine actualisée puisque j'ai vu toute son évolution. Et puis au bout de quelques années comme ça, où je venais en famille souvent, puisque mes enfants étaient petits, donc je venais en famille tourner Interville, souvent à Henan, mais aussi à Harbin ou à Suzhou ou ailleurs. Je voyais donc l'évolution de la Chine. Et puis, au bout de quelques années, j'en ai eu un peu marre de faire tous ces allers-retours, puis d'avoir cette grande différence de vie entre la Chine et la Suisse, où voilà, c'était bien, mais j'avais envie de plus de Chine, j'avais envie d'expatriation, j'avais envie de me plonger un peu plus là-dedans. Donc je suis parti avec femme et enfants, on s'est installé à Pékin, et c'était une période où j'avais déjà commencé à faire d'autres émissions qu'Interville. Et c'est ça voilà, qui a été justement. formidable. Ouais. De sortir d'Interville m'a permis d'être animateur non plus de jeux de divertissement, mais présentateur de documentaires. Documentaires incarnés, donc je suis avec les gens, je mange, je goûte. Je ne suis pas journaliste, hein, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas de rédaction de laquelle je peux dépendre. Donc je me retrouvais dans des régions très très diverses de Chine pour le Tour de Chine d'Oliver, qui était diffusé sur TV5 Monde. Ça a été un gros succès. Ça m'a emmené dans plein d'endroits différents en Chine, aussi bien des petites contrées éloignées. J'ai rencontré beaucoup de minorités. J'ai rencontré beaucoup de gens très différents qui font la différence, comme je le dis, le trésor de la Chine. Est-ce que ce sont des choses que vous racontez dans votre livre? Tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Ouais. Donc, alors, figurez-vous que ce livre est traduit aussi en chinois. Il va sortir en Chine en chinois. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je dis là-dedans avec un ton très libre, bien très, sûr. qui risque d'être un petit peu édulcoré dans la version chinoise qui s'adresse aux Chinois. Ça ne me gêne pas du moment que là-dedans, je dis vraiment ce que je pense, ce que je vis, voilà. En homme libre et indépendant. Libre. Et la version chinoise sera plus axée sur le même contenu, mais il y a des choses qui ne sont pas vraiment traduisibles, pas compréhensibles déjà au niveau de la langue, parce que je joue beaucoup avec ma langue. Donc la version chinoise est plus résumée sur les sensations que j'ai eues dans les découvertes de la Chine pendant toutes ces années. Ouais. Donc vous avez visité, oui. Combien de villes, combien de provinces chinoises? Quelle est surtout votre destination préférée et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est ça la question en fait. Oui. Alors il faut savoir que j'ai été dans beaucoup d'endroits très différents en Chine, pratiquement toutes les provinces. Toutes les provinces. Voilà, nord, sud, est, ouest, à l'intérieur, dans les montagnes, dans les grandes villes, dans les petits coins reculés également, dans des endroits touristiques. Vous avez pu y accéder facilement? Le boulevard.
avec CCTV. Ah ben voilà, CCTV, d'accord. C'est Olivier, notre grand ami. Voilà. Donc j'ai été accueilli formidablement bien partout, et surtout j'ai eu accès à tous les endroits. Je pense à Xi'an par exemple, quand le fameux mausolée des soldats de l'empereur avec les soldats de l'armée des soldats de terre cuite par exemple, quand j'étais là-bas, j'ai pu rester quand les gens s'en allaient. Ah oui. Et puis après, une fois que le public est parti, pour voir ce que les gens font, les travailleurs là-bas, qui restaurent les statues, ils font ça quand les gens sont partis, bien sûr. Ça. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres des petits privilèges que j'ai eus. Oui, tout à fait. Et je dois dire aussi que pendant plusieurs années, je connaissais très bien la Chine. Je parlais de la Chine à mes amis en Suisse, en France, en disant c'est ça la Chine, il y a ça, ici, il y a là, là. Mais je connaissais très peu Pékin. Très peu. J'arrivais à Pékin 2 ou 3 jours dans un hôtel, on me mettait là, puis on partait en province. Puis je revenais les derniers jours pour me reposer un jour ou deux et je repartais. Donc j'avais une vision de Pékin très erronée, quoi. C'était juste les palaces ici ou là sans savoir exactement ce qui se passait. Peut-être pas erroné, mais on va dire oui, décalé, limité. Un peu limité en tout cas. Limité. Mais aujourd'hui, je peux le dire, je suis devenu un Pékinois. Ah oui, un comment ça Beijiner, parce que j'habite depuis 5 ans à Pékin et c'est ma ville, c'est devenu ma ville, donc je la connais par cœur maintenant, je me promène partout, j'adore la vie à Pékin. Et je suis devenu un Pékinois malgré moi parce que si je dois faire un petit retour en arrière, j'avais pas d'aspiration particulière avec la Chine, je fantasmais pas spécialement sur la Chine, moi j'aime le monde entier, donc aller en Chine ou aller ailleurs, c'était un peu pareil. J'ai pas imaginé que la Chine était au cœur de mon destin. Voilà, pas du tout. C'était un hasard. Ça a été un pur hasard et c'est peut-être pour ça que les choses se sont bien passées comme ça, parce que je n'avais pas d'appréhension ou de demande particulière. Il n'y avait pas de... d'a priori. D'a priori, rien. Tout à fait. Et en fait, vous avez écrit ce livre, c'est pour, on va dire, résumer un peu tout ce que vous avez vécu Absolument. Alors, dans ce livre, je résume ce que j'ai vécu en Chine. Mais je parle aussi, alors le titre le dit bien, la télé, la Chine et moi. C'est-à-dire la télévision, mais la télévision à travers la Chine, et puis moi à travers la télévision et à travers la Chine. Alors, les premières pages, je parle bien sûr un peu d'autre chose, c'est-à-dire de mon parcours. Je résume mon parcours qui m'a amené en Chine avec la télévision. Voilà, justement. Donc Lyon, l'île de la Réunion, la Suisse, tout ça, ça permet de bien comprendre la mentalité dans laquelle j'étais quand la Chine et moi, nous nous sommes rencontrés. Et comme je dis, sans le savoir, nous allions nous aimer éperdument. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça, vraiment par hasard. Et puis, je me suis mis à aimer la Chine parce que j'ai découvert une Chine que je ne connaissais pas. J'ai découvert des aspects de la Chine que j'ignorais totalement. C'est-à-dire c'est ce que je dis là-dedans. On est très loin des poncifs. Les gens pensent que la Chine est uniforme. Les Chinois, ils sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Leur histoire, c'est la même. Mais non, leur histoire ici, c'est pas la même qu'ici et là. Et puis, il y a du commun dans tout ça. Il y a une histoire commune, il y a une actualité commune, il y a plein de choses en commun, mais il y a également beaucoup de différences entre les ethnies, entre les régions. La Chine est tellement grande que les climats ne sont pas les mêmes. Donc si les climats ne sont pas les mêmes, les végétations ne sont pas les mêmes, la faune n'est pas la même, donc la nourriture n'est pas la même. Donc tout ça, ça crée beaucoup de différences qui font pour moi la richesse du pays. La richesse du pays, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on ne connaît pas la Chine, c'est pas l'uniformité, pas du tout, c'est justement les différences. Et là, on se rend compte que des gens ont également des mentalités différentes, des manières un petit peu différentes de réagir. S'ils sont du Nord ou s'ils sont du Sud, c'est la même chose en Europe, plus ou moins grand, plus ou moins petit, plus ou moins gros, plus ou moins mince, plus ou moins... Voilà. Et c'est ce que j'essaye de bien expliquer dans ce livre, c'est la réalité de la Chine d'aujourd'hui. Très diverse, très ouverte, les gens, vox populi, vox dei, comme on dit en Chine. On l'a vu avec le Covid. Quand la population dit non, je ne veux pas, les choses évoluent plus rapidement qu'on l'imagine. Donc ça aussi, j'ai cassé un petit peu comme ça des tabous. Il n'y a rien de politique là-dedans, parce que dès le début, je précise bien, je ne rentre pas ni dans un côté propagandiste, ni dans un côté polémiste. Rien de tout ça. Je parle de la vie telle que je la ressens en Chine.
aujourd'hui, avec toutes ces différences, encore une fois, et ces particularités, quoi. La Chine est le pays des paradoxes. C'est incroyable. Ah, Raffarin a dit la même chose. Ben il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Paradoxe. Ah mais c'est la Chine. La Chine est le pays des paradoxes. Des paradoxes. Mais c'est formidable. Vous êtes surpris sans arrêt. Ça part dans un sens et puis également dans l'autre, et les deux font cet équilibre quelque part. Mais c'est vraiment un endroit plein de surprises permanentes, quoi. Et puis il y a aussi pas trop perturbant. Non, moi j'aime bien. Moi j'aime le changement. Aventurier dans l'âme, on va dire. Aventurier dans l'âme, ouais. aventurier également dans les faits, puisque j'ai beaucoup voyagé dans beaucoup de pays. Quelle chance. Et puis, ah oui, c'est vraiment un privilège. Privilège même. Et puis, comme je dis dans ce livre, j'ai peur de pas grand-chose à part la bêtise et l'ennui. Donc le reste ne m'effraie pas, donc je vais vers l'autre, je vais vers des aventures, etc., avec grand plaisir. Et la Chine est extraordinaire dans plein de différences, dans sa culture, sa culture millénaire, plurimillénaire, avec encore une fois des différences culturelles à l'intérieur, mais également ce sens du paradoxe permanent, ces surprises qui s'enchaînent les unes les autres. Et moi, j'avais l'impression, j'habitais longtemps en Suisse, j'adore la Suisse, c'est mon pays aussi, comme la France, j'aime beaucoup. Oui. Mais je m'ennuyais profondément. Pourquoi, parce que les choses sont pareilles, elles tournent, elles sont très régulières, Alors qu'en Chine, vous êtes surpris sans arrêt. Ah ben tiens, je ne connaissais pas ça. Surpris aussi bien par des choses anciennes que vous découvrez, que par ce besoin de modernisme forcené qu'ont les jeunes. Les jeunes veulent plein de choses nouvelles, tout en restant attachés à la culture ancienne. Eh bien, je peux vous dire que j'ai éprouvé la même chose, c'est-à-dire l'ennui. Enfin, c'est pas très gentil par rapport aux gens de ce pays. C'est en fait, moi, j'ai visité la ville natale de Mozart, Salzbourg. Ah, je me suis ennuyée. Tout était beau. C'est beau, mais au bout d'un moment. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, ça manquait d'animation. Oui. Voilà, oui, je me suis dit, c'est pas la ville où il faut toujours choisir d'habiter où on a envie d'habiter. Alors, si on peut le faire, c'est formidable. Mais à l'inverse, on ne peut pas forcément habiter où on voudrait. Mais moi, j'insiste toujours sur un fait. Si vous n'aimez pas être quelque part, changez d'endroit, allez ailleurs. Alors, je ne suis pas en train de faire par rapport à l'immigration, si vous n'aimez pas, allez-vous-en. Non, mais en même temps, oui aussi, parce que tous les gens qui voyagent se disent ça. Quand on voyage ou quand on habite dans un pays, si on n'aime pas ce pays, il faut s'en aller parce que rien de bien va se passer. Mais j'ai vécu ça souvent en me disant je suis bien ici et puis finalement je commence à m'ennuyer ou finalement tiens je préfère. Donc le voyage c'est bien, mais la migration pour trouver un endroit qui corresponde à chacun, c'est très important. Mais il faut que l'endroit corresponde à chacun. Si on n'est pas bien quelque part, il vaut mieux s'en aller. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'il faut quand même pouvoir le faire. C'est pas évident, parce qu'à partir d'un certain âge, il y a aussi les conditions de vie, de travail. Bien sûr. Vous faites partie des privilégiés. Ah oui, tout à fait, je le sais très bien. Il y a beaucoup de choses qui empêchent malheureusement de vivre où on voudrait et bien sûr de faire ce qu'on voudrait. Mais il y a aussi une chose que je veux dire. J'aime beaucoup cette expression qui est aussi un titre de film de Truffaut, courage, fuyons. Il faut du courage pour fuir. Fuir une situation dangereuse, négative, potentiellement mortelle, ou en tout cas une situation qu'on ne veut pas ou qui peut amener à un drame, il faut avoir le courage de fuir, de dire ok, on s'en va. Et c'est pas évident, c'est pas une chose facile. Moi je suis un grand admirateur de toutes ces migrations personnelles qui ont eu lieu là ou là pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est formidable. Alors aujourd'hui, bien sûr, en France, le débat est différent puisqu'on est confronté à des problèmes sociaux, économiques, etc., qui empêchent cet angélisme dont je suis en train de parler. Exactement. Mais à titre personnel, en soi-même, chacun peut se dire « Est-ce que c'est vraiment ma place ici ?» Si c'est le cas, oui. Si ce n'est pas le cas, courage, fuis.
Alors, on va changer de registre, pardon. Je crois savoir que vous avez rencontré le président Macron, n'est-ce pas? C'était dans quel contexte? Qu'est-ce que vous vous êtes dit alors? Oui, j'ai rencontré... oui. Bon, en Chine, ce qui est formidable, c'est qu'on rencontre tout le monde. D'abord, le monde entier est à Pékin. C'est une ville hautement diplomatique, Pékin. J'ai beaucoup d'amis dans tous les domaines, beaucoup d'amis chinois bien sûr, beaucoup d'amis français, francophones, anglophones, du monde entier, et beaucoup d'amis diplomates, des ambassadeurs en particulier, et puis des attachés diplomatiques, culturels ou autres. Et j'ai beaucoup de plaisir à naviguer dans ce milieu-là. Donc je suis souvent dans des cocktails d'ambassade, ou dans des réceptions, ou dans des vernissages culturels, ou dans des spectacles. J'adore, c'est mon domaine. Et j'ai été donc invité à l'ambassade de France quand le président Macron est venu l'année dernière. C'était l'année dernière. Et puis il se trouve qu'il parle un peu avec beaucoup de gens, les uns les autres, et à un moment... Il parle facilement aux gens, je trouve. Il parle très facilement aux gens, il est très talentueux, il est très talentueux. Il venait de se taper un jet lag, bon, dans des bonnes conditions bien sûr, mais enfin quand même, avec la fatigue, avec tout ça. Et il a déboulé à l'ambassade de France avec un discours où tout le monde disait, aussi bien les gens qui l'aiment bien que les gens qui l'aiment pas, waouh, quel talent, quoi, c'est sûr. Voilà, là, alors que, sans rentrer dans aucun parti pris politique. De votre travail, et je me suis retrouvé à côté de lui, à lui parler. Voilà. À lui parler du livre qui allait sortir. Il m'a dit, c'est très bien. Alors. Celui-là, absolument. À lui dire, vous savez, la télé, la Chine et moi, dans toutes les bonnes librairies bientôt. Vous lui avez envoyé? Pas encore. Parce qu'il vient, il est tout frais, il sort, il sort demain, pour tout vous dire. Le jour officiel, c'est demain. Alors, je lui ai parlé de ça, mais je lui ai surtout parlé d'une pièce de théâtre que j'ai écrite, un boulevard, sur les rapports franco-chinois dans un couple, voilà, et que je veux monter. Ça, c'est votre dernière actualité, voilà, peut-être? on en parlera juste après, mais c'est pour vous dire, je lui ai parlé de ça, et il m'a fortement encouragé en disant, très bien, ça va jouer dans quel théâtre? Je lui ai dit, je ne sais pas. Depuis, j'essaye de contacter les services culturels du ministère de la Culture, et c'est un peu plus compliqué de trouver les bonnes personnes, mais bon... Pour jouer, vous voulez dire, ou pour de trouver les bonnes personnes pour pouvoir avancer dans tout ça, mais ça va se faire, voilà, ça va se faire, c'est pas aussi simple que ça. La vie est faite de difficultés, ouais, exactement. Donc j'ai rencontré Macron, et alors ce qui est marrant, c'est que je suis en train de parler avec le président, là. Il y a des photographes qui font des photos de tout le monde, il y a la télévision qui fait bien sûr des images, et le soir, sur CCTV, l'extrait qui passe pour illustrer la visite de Macron, c'est celui où je suis en train de lui parler. Alors tout le monde m'a dit, je t'ai vu à la télé avec Macron. Et alors en Chine, les Chinois disent Macolon. Macolon, on n'arrive pas à prononcer R. Donc Macolon. Ça veut dire... et tout le monde... Macolon, ça veut dire le cheval qui combat le dragon. Le cheval qui combat le dragon. Oui, voilà, c'est ça. Donc Macolon. Et alors tout le monde pense, quand on me présente des fois, on dit, puis c'est l'ami du président Macolon. Oui, bon. Oui, bon. Bien, mais enfin, c'était quand même rapide, c'était furtif la rencontre quand même. Mais bon, comme quoi l'image, le pouvoir de l'image, quoi, vous voyez. Alors vous m'avez demandé tout à l'heure, cher Camille, quelle est la région que je préfère en Chine. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai préféré en Chine? C'est impossible de répondre à cette question. Parce que quand on se promène dans le livre, on voit effectivement des régions tellement différentes, des villes tellement différentes. Encore une fois, la différence, c'est un mot magnifique, la différence. Et autant j'ai aimé des choses auxquelles je m'attendais. Bon, la muraille de Chine, par exemple, c'est incontournable. Moi, je suis un amoureux fou de la muraille de Chine parce que vous êtes ici ou là ou ailleurs, parce que c'est tellement grand, et vous êtes dans des régions où elle n'a pas été refaite. Donc les vieilles pierres sont encore là, tout ça. Moi, j'adore bien sûr. Mais j'adore aussi... je ne suis pas un admirateur des pays, ou un adorateur, on va dire, du froid et des pays du froid. Et pourtant, j'adore être à Harbin. Harbin, cette ville très influencée par la Russie. C'est ça. Parce qu'à l'époque, le chemin de fer de Moscou allant jusqu'à Pékin devait passer par là. Il y avait beaucoup d'employés, d'ouvriers qui sont arrivés de Russie, des architectes sont venus de Russie, puis c'était un chantier qui allait durer des années. Donc la ville est devenue russe. Et on retrouve encore cette architecture. C'est vraiment très particulier, mais en même temps, j'adore aussi le sud profond, la chaleur, les montagnes aussi. C'est très difficile. Dire je préfère cette ville à celle-ci ou celle-là à celle-là, ça m'est très difficile parce que
j'ai eu vraiment un kaléidoscope de toute la Chine. C'est ce que vous racontez dans votre livre. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Le Xinjiang, le Tibet, Nanchang. Alors le Xinjiang, évidemment. Alors, comment passer à côté du Xinjiang, ouais. Oh alors bien sûr, il y a eu, alors j'en parle dès le début, je désamorce tout de suite. J'ai fait 3 reportages, 3 documentaires de 50 minutes chacun, je crois, qui ont été primés dans des festivals. Donc vous ne racontez que ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, hein, voilà. Absolument. En tant qu'homme libre. Absolument. Et vous avez dit tout à fait le mot, j'insiste là-dessus, c'est un ouvrage très libre. Libre, voilà. Et quand je dis du bien de mon quotidien en Chine, c'est que je le pense réellement. Sincèrement, ouais. Tous les expatriés qui en reviennent vous diront la même chose. Ils diront, ouais, il y a un parfum de légèreté, agréable quand même. On chante dans les rues, on se promène, on siffle et tout. Enfin, voilà, j'invite tous les téléspectateurs à le lire. Alors, Olivier, quelle est votre en fait dernière actualité alors? Alors, ma dernière actualité, c'est donc de venir pour la promotion du bouquin. Ouais. Je vais faire pas mal de promotions à droite à gauche, donc ça va me permettre de parler de la Chine à ma manière, d'enlever, d'arrêter des idées, des fausses idées qu'on a sur la Chine, des deux côtés d'ailleurs, dans l'angélisme comme dans le diabolisme. Moi, j'essaye de naviguer un peu au milieu, de dire la vérité fluctue toujours, elle est toujours au milieu, donc voilà la vérité que je peux apporter, et puis donner envie aux gens de rêver un peu, d'y aller, et puis je parle aussi beaucoup de la Réunion dedans, je parle d'autres endroits que de la Chine, bien sûr. Ouais. Donc mon actualité va être bien sûr de faire ça. Il y a peut-être 2-3 conférences qui sont prévues, on est en train d'en parler, dont une en Suisse dans une quinzaine de jours. Ensuite peut-être en France, on verra, sur mon livre, où je parle de la Chine, de mes expériences de télévision aussi. Je parle beaucoup de télévision dedans. Donc voilà. Et puis j'ai cette pièce de théâtre à laquelle je tiens beaucoup, qui est mon bébé, que j'espère pouvoir inclure dans le cadre du 60e anniversaire. Il y a plus que 10 mois maintenant, mais ça va quand même jusqu'au mois de décembre. Et cette pièce de théâtre de boulevard est faite pour illustrer aujourd'hui la vie d'un couple franco-chinois avec toutes les différences culturelles qui sont drôles si on les prend, c'est du boulevard. Donc si on les prend avec humour, on rit et on rit de nos différences, on rit du propre poids de notre culture qu'on respecte et qu'on continue à développer. Mais le but c'est ça, le but c'est la légèreté sur les problèmes que les différences de culture font confronter à un couple dans la vie de tous les jours. Eh bien, vous me donnez au courant. Avec grand plaisir. Va sortir. Avec grand plaisir. Mandarin TV, c'est ma famille. CCTV est resté ma famille. Je travaille un peu moins pour eux, mais toujours. Je fais toujours des émissions ponctuelles par-ci, par-là. J'imagine. Je fais beaucoup de théâtre et de cinéma maintenant. Beaucoup de doublage de films. Beaucoup. D'accord. Beaucoup, et ça c'est formidable, ça. Je double en français des acteurs chinois, des acteurs philippins. J'aime beaucoup ça aussi. Voilà. Et puis c'est l'année aussi de la culture franco-chinoise cette année, en plus d'être l'année diplomatique. Tourisme culturel. Tourisme culturel. Et comme je le dis dans le livre, mais également dans la vie de tous les jours, on a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs culturels entre la France et la Chine. L'amour de la bonne cuisine, c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on mange bien. Mais avoir une telle culture de la cuisine, c'est une religion, la cuisine. En France, mais en Chine aussi, on cuisine absolument tout. Tout ce qui peut se cuisiner, on va le faire, on va essayer de trouver quelle est la meilleure manière, etc. Avec les différentes plantes, les différents fruits, la différente faune, etc. Et puis, l'amour de la famille aussi. Tout à fait. En Chine comme en France, les Chinois, pour moi, sont les Latins de l'Asie. Parce qu'il y a un côté méditerranéen. Le Chinois, sans faire de généralité, mais quand même, on aime la famille. On aime la jouissance. On aime la jouissance en famille. Donc, jouer, manger, s'amuser. L'argent sert à quoi ? L'argent sert à ça. Donc si on travaille pour gagner de l'argent, c'est pour en jouir en priorité en famille, pour le bien des siens. Il y a d'autres régions, d'autres pays, y compris en Asie, où l'argent c'est d'abord l'argent et on verra ce qu'on en fait ensuite. En Chine, on sait d'abord ce qu'on va en faire. C'est le bonheur des siens. Eh bien là, je vois que j'ai... Et ça, c'est latin. Voilà, donc je vois que j'ai en face de moi
un fin connaisseur de la culture chinoise. Oui. Eh bien, Olivier, je souhaite beaucoup de succès pour votre livre et surtout pour la pièce de théâtre qui va sortir. Qui s'appellera C'est coutume. Wow. C'est coutume. C'est-à-dire que c'est une dame d'un certain âge, avec une soixantaine d'années, qui est la seule dans la pièce d'ailleurs qui parle pas très bien le français. Elle le parle d'une manière un peu caricaturale, alors que tous les autres, y compris chinois, sont des Chinois de nouvelle génération qui parlent le français comme vous et moi. Et la mère souvent dit, mais pourquoi on dit souvent à la mère, mais pourquoi vous faites ça? Et au lieu de dire c'est une coutume ou c'est la coutume, comme son français est un peu réduit, elle dit c'est coutume. C'est coutume. Et ça devient un gimmick où chacun, on dit tout le temps « Oh, ben c'est coutume, ben c'est coutume ». C'est une pièce qui veut faire rire les gens. J'espère que le but sera atteint. Maintenant, c'est le producteur. On est à la recherche du producteur. Mais on a de bonnes chances parce que beaucoup d'acteurs, dont des acteurs chinois qui vivent à Paris, m'ont dit « Je veux la jouer ». À qui je l'ai présenté, ils m'ont dit « Je veux la jouer ». Donc, on pourrait avoir un très bon casting avec des acteurs franco-chinois qui irait donc dans cette aventure pour montrer aux gens qu'encore une fois, on peut rire de nos différences et que finalement, elles s'assemblent et c'est une richesse, le complément des différences. Eh bien, merci beaucoup et surtout bon succès pour votre pièce de théâtre. Merci beaucoup. Et puis ça, ça doit être en vente partout, logiquement, bientôt, dans les jours qui viennent. Merci voilà. Olivier, à bientôt alors. Merci beaucoup Camille, c'était un vrai plaisir, un bonheur. Et bonjour, au revoir à tous les téléspectateurs de Mandarin TV. Qu'ils soient ici, mais qu'ils soient aussi en Chine ou ailleurs, parce que vous n'êtes pas regardé qu'en France, vous devez le savoir, bien sûr. Ah oui, je ne l'ai jamais regardé en Chine, je vais le faire. Ben voilà. Super. À bientôt, Olivier. Camille. Merci.